3, 2, 1. Bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. On attend encore quelques minutes pour commencer ce webinaire. On peut peut-être lancer le premier sondage, non, sur l'organisation. On peut peut-être attendre encore qu'il y ait quelques invités qui arrivent. En tout, en ligne, il y a 34 personnes. 35, ça monte progressivement. Allez. En tout cas, je trouve que c'est une bonne initiative, ces webinaires. Bonjour à tous. En haut à droite, vous avez accès au chat. Et juste en dessous, il y a un petit onglet avec des petites croix, une petite tablette. C'est pour répondre aux questions qui vous seront posées de manière participative. Eh bien, il est 14 heures, on vous propose de commencer sur ce webinaire sur la thématique des enjeux psychologiques des aménagements de poste avec un focus sur la déficience visuelle. Olivier, je te laisse peut-être te présenter. Oui, bonjour. Alors, Olivier Delab, je suis président fondateur de la société CFLOU. Et j'ai démarré cette société il y a maintenant plus de 10 ans parce que mon beau-père était malvoyant. Et donc, j'ai constaté effectivement qu'il y avait un chantier énorme sur le sujet et une méconnaissance des produits. Et donc, j'ai décidé de me lancer comme ça. Et puis aujourd'hui, on a bien grandi. On est vraiment les experts sur les solutions, services et produits pour les déficients visuels. On a eu un intérêt justement commun à pouvoir travailler autour de cette thématique durant la semaine de la QVCT, qui est avec des événements toute la semaine. On le rappellera tout à l'heure à la fin, mais on a aussi d'autres webinaires qui sont en cours de réalisation cette semaine. En attendant que je me présente, je vous propose de répondre au premier sondage. Le premier sondage, c'est tout simplement pour vous connaître un peu plus et savoir qui participe aussi à ce webinaire, de nous dire quelle est votre fonction au sein de votre organisation. Normalement, vous voyez en haut à droite, il y a une petite tablette. Vous pouvez maintenant répondre au vote et je fermerai les votes tout à l'heure, une fois que je me serai présenté. Et on fera le petit débrief. Alors, moi, je suis Jean-Baptiste de Queuvevillers, je suis ergonome européen et psychologue du travail et des organisations. Je viens du monde du handicap. J'ai travaillé dans un SAMET il y a déjà plusieurs années, quand ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui, ça s'appelle Cap Emploi, Axe 2, Maintien. Et donc, j'ai travaillé sur des thématiques variées autour des adaptations de poste, dont certaines visuelles. Et donc, je travaille aujourd'hui comme chef de projet sur les projets de compensation du handicap au niveau national pour le groupe JLO. Je te laisse peut-être présenter C'est flou, Olivier. Oui, alors c'est flou. Aujourd'hui, c'est donc 17 salariés, 30 000 clients, autant B2B que B2C, beaucoup de grands comptes, bien évidemment, dans toute la France. Aujourd'hui, on est des spécialistes dans l'aménagement de postes de travail pour les déficients visuels, donc malvoyants et non-voyants. Et on intervient autant en amont sur des sensibilisations que lors de l'aménagement de postes de travail en lui-même, jusqu'à l'installation sur site. Et notre particularité, effectivement, c'est que on a le plus grand choix en France de solutions. Et donc, on connaît les avantages et inconvénients de toutes les solutions. Et donc, on a une neutralité par rapport aux marques, par rapport aux produits. Et on est un peu dans l'état de l'art aujourd'hui de ce qui se fait, puisqu'on apporte des solutions du monde entier. On est vraiment importateur. Et c'est ce qui nous fait effectivement grandir chaque année. Et les indicateurs ci-dessous en sont la preuve. Voilà.
Alors pour le groupe JLO, on est un cabinet conseil au niveau national en France, qui a été créé en 2005 par Jean-Luc Odeuillet. Voilà, c'est un DRH opérationnel qui s'est posé la question de comment il pouvait accompagner les entreprises sur la question des politiques handicap. S'en est suivi après d'autres thématiques qui a été de maintenant que je travaille sur le handicap et que j'accompagne et que je permets justement à des personnes et à des entreprises de continuer à travailler ou d'être insérés dans l'emploi ou d'évoluer dans leurs entreprises, comment est-ce que je peux essayer de prévenir en fait ces situations de handicap qui sont générées pour certaines par le travail. Et donc, un travail assez large sur la question de la santé au travail, puis la QVT, et aujourd'hui la QVCT est réalisée dans le groupe JLO, avec 10 agences opérationnelles réparties autour de la France, 1500 clients et une centaine de collaborateurs qui ont des expériences et des expertises complémentaires. On a psychologues, des psychologues du travail, il y a des ergonomes européens, on va avoir des juristes et également des RH qui sont présents. Alors, pour répondre au vote, normalement, je vous diffuse les réponses du sondage. Vous êtes 54% à être dans d'autres conditions que d'être référent handicap ou manager. On a 54% de personnes qui répondent autre. On a 31% de managers encadrants. On a 15% de référents handicap. Voilà. Merci de nous avoir permis de savoir qui participe à ce webinaire. Alors, en termes de présentation, on va avoir un déroulé qui va être le suivant. Maintenant qu'on s'est présenté, c'est de travailler un petit peu sur la situation de handicap non visible et l'acceptation et l'accompagnement des collaborateurs. Puis on fera un focus sur l'intérêt et les enjeux de la sensibilisation du collectif et des managers. Pour rentrer ensuite sur la démarche d'ergonomie de compensation du handicap, avec un focus sur les enjeux visuels. Et en dernier lieu, la mobilisation des solutions techniques et des services. On a environ 45 minutes qui sont prévues pour ce webinaire. Alors, au niveau de la situation de handicap, l'acceptation et l'accompagnement des collaborateurs, dans un premier temps, on sait que le handicap est organisé depuis 2005 autour de la loi sur l'égalité des chances, dans laquelle constitue un handicap, au sens de la loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions. Alors cette loi, elle touche l'ensemble des pans de la société, dont le monde du travail, avec l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, les fameux 6% que vous connaissez, et le principe de non-discrimination à l'emploi, notamment la notion de à compétence égale. C'est cette même loi qui met en avant le principe d'obligation de compenser de manière raisonnable pour les bénéficiaires d'une obligation d'emploi des travailleurs handicapés et de mobiliser des fonds de financement du FIP et de l'AGFIP. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'AGFIP, l'acronyme, c'est Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Alors, cette semaine, c'est la semaine de la SQVT. Donc, ça nous rappelle très fréquemment les enjeux de santé et de santé au travail de par les modifications structurelles du travail dans les années à venir, et notamment celles qui sont déjà arrivées. La question du télétravail, potentiellement la question de la semaine de 4 jours qui commence à poindre le bout de son nez, mais aussi notamment ceux de la santé au travail et l'allongement de la durée des cotisations pour départ à la retraite. Voilà, moi et notamment toutes les personnes qui travaillent en santé au travail aujourd'hui se posent la question ou des questions sur les impacts de telles mesures pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Alors aujourd'hui, on sait que la loi travail, elle vient essayer de réorganiser et remettre au centre le rôle des acteurs de santé au travail avec 4 piliers autour desquels s'organise la loi, dont 3 sont très intéressants et très importants par rapport à cette thématique. Le premier est de renforcer la prévention au sein des entreprises et de décloisonner la santé publique et la santé au travail, poser plutôt la question de la santé que la santé dans un endroit et un autre. Il s'agit d'enjeux globaux pour prévenir plutôt que guérir. Définir l'offre de services à fournir aux entreprises et aux salariés en matière de prévention et d'accompagnement. On peut penser au changement du rôle de service de prévention en santé au travail, avec le renforcement du rôle de l'équipe pluridisciplinaire, avec au centre le médecin de prévention, et également le livret de sécurité et de santé que pourra avoir à terme chaque salarié. Le point qui nous intéresse le plus dans la loi, c'est le travail qui est fait vraiment de recentralisation, de mieux accompagner certains publics, notamment vulnérables ou en situation de handicap, et lutter contre la désinsertion professionnelle. Avec un des exemples, c'est l'entretien de fin de carrière pour pénibilité. Alors, le handicap, dans sa représentation commune, s'organise autour de grandes thématiques de classification qui sont représentées en pourcentage dans la population. Dans la population active, entre, grosso modo 15 ans et 64 ans, de la manière suivante. 45% de personnes rencontrent un handicap moteur,
20% maladie invalidante, 13% handicap psychique, 7% un handicap mental, 6% un handicap auditif et 5% un handicap visuel. Alors, le handicap, il apparaît en grande partie durant la vie active, à la suite d'une maladie ou d'un accident, et a des expressions différentes suivant sa nature. Il peut être soit visible, comme c'est le cas pour une personne qui aurait subi la perte d'un bras, perceptible, le port d'aide à la compensation, comme ça peut être le cas d'une prothèse auditive, on peut le percevoir au bout d'un moment que la personne elle a un appareillage, et donc on va se poser la question peut-être de la déficience derrière. Il y a des éléments qui sont difficilement perceptibles ou imperceptibles, ça peut être les cas des signaux faibles, ou d'un constat de fatigabilité, ou de l'évocation de douleur par une personne. Mais on ne pourra pas le constater directement, voire ça prendra du temps pour une personne qui aurait une problématique dorsale, par exemple. Et puis invisible, c'est pas des fois possible de le détecter tout simplement. Alors, le handicap dans notre société, il est intéressant de constater dans notre société que le handicap rencontre un processus collectif de normalisation. Et alors qu'il prend des formes multiples, qu'il soit permanent ou ponctuel, visible ou invisible, stable ou évolutif. Si je prends l'exemple du handicap visuel, ce dernier est devenu normalisé dans notre société et est même devenu un sujet de mode. Pourtant, les lunettes sont un marqueur partiel de régulation d'un handicap. Il s'agit d'un marqueur de handicap et porte à peu de questionnements sur la tenue de poste dans le cadre d'un recrutement. Si ce n'est peut-être dans l'armée de l'air, dans le cadre d'un pilote de l'air, la question de finalement du marqueur de handicap que sont les lunettes sont quasiment pas posées, elles sont normalisées. Donc il faut se poser la question de la déficience sur le travail et de l'incapacité qu'elle va générer dans certaines situations. Dans ce cas, la personne, elle va faire face à un processus individuel et non pas collectif, qui est bien différent du processus de normalisation. Justement, il s'agit d'un processus de changement comprenant des transformations et d'acceptation. Donc la théorie de Kübler-Ross, qui est représentée sur le petit schéma devant vous, est souvent utilisée pour définir le processus psychologique du changement et d'impact sur le moral et de la productivité. Elle met en avant plusieurs phases dans lesquelles l'individu va passer pour faire face au changement. Alors théoriquement exposé à un changement important, nous allons passer par le choc, le déni, puis la colère. Viendra ensuite la phase de négociation, puis de dépression. Dans la courbe ascendante, et suite à l'acceptation du changement, viendront l'expérimentation, la décision et l'intégration du changement. Alors, ce processus, il va être différent suivant que le handicap soit parfaitement visible ou plus ou moins invisible. Je m'explique. Et je vais donner quelques exemples que j'ai pu rencontrer dans mes accompagnements. Lorsque vous venez de perdre une jambe et que vous vous retrouvez en fauteuil, cette situation est visible par tous. Vous vous retrouvez donc dans un processus qui vous expose dans votre rapport au travail et dans votre rapport à l'autre, avec potentiellement la mise en place de stratégies défensives. Ça peut être la peur, le rejet, l'isolement, des comportements de désociabilisation, voire de déni. La négociation sur la représentation de soi, sur la santé, sur les enjeux du travail et d'évolution dans la vie privée est peu possible et demande de s'exposer directement au regard de l'autre. Si j'ai un handicap visuel, là qui est moins visible pour le coup tant que je mets pas de lunettes, et que je me rends compte que cela a potentiellement un impact sur mon travail, par ailleurs, il n'est pas visible. Et donc je peux venir pouvoir entrer dans une phase de négociation qui sera beaucoup plus longue et beaucoup moins exposante que si c'est directement visible comme quelqu'un qui aurait perdu sa jambe droite. Donc si mon état évolutif, parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y a plusieurs phases d'état, si mon état est évolutif et donc que je peux avoir encore une dégradation de mes capacités fonctionnelles, ça pourrait renforcer l'impact des lésions, mais aussi potentiellement l'impact sur le collectif, sur mes collègues, et aussi sur la qualité du travail, ce qui va entraîner au fur et à mesure du temps une mise en visibilité par concrétisation des troubles, et finalement peut-être qu'il sera trop tard pour qu'il puisse avoir un accompagnement, une intervention. Évidemment, tous ces éléments commencent la plupart du temps dans la vie privée, en amont du questionnement d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ou d'une adaptation du poste, ce qui peut mettre l'individu en situation de vulnérabilité par rapport à sa santé, l'image de soi et sa sécurité dans le travail, notamment la perte d'emploi, la question du jugement et la question de la stigmatisation. Donc ces éléments, ils posent la question de l'accompagnement de la personne, puisqu'il paraît évident qu'un engagement dans une démarche prend tout son sens dans la partie acceptation, mais qui, de ce fait, vient questionner tout l'intérêt de l'enjeu de faisabilité lors d'une intervention en phase descendante. Et oui, intervenir lorsque la personne est en phase de négociation avec son handicap, ça peut être très compliqué. On peut se retrouver dans des situations de déni où justement la personne elle peut dire là je pourrais en effet être accompagné ou là je pourrais ne pas être accompagné. Donc il y a vraiment un enjeu que moi je cherche à identifier très rapidement lorsque j'interviens, c'est de savoir l'état moral et émotionnel de la personne que j'accompagne afin de l'accompagner du mieux possible par rapport à la stratégie d'accompagnement qu'il faut déployer parce que ce ne seront pas les mêmes. Je regarde s'il y a des questions.
Non, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat. Alors, Olivier, peut-être que je te laisse nous préciser quelques spécificités du handicap visuel, puisque moi j'ai vraiment détaillé un petit peu des enjeux plutôt psychologiques autour de ce handicap. Avec plaisir. Alors, on va commencer par un petit questionnaire. Pour vous, quel est le taux de chômage des personnes déficientes visuelles? On va activer, Jean-Baptiste va nous activer du coup le sondage. C'est en cours, normalement il est ouvert. Eh bien, super. Il Autre chose. apparaît, c'est toujours en haut à droite, hein, la petite tablette pour le coup. Il est différent, Olivier, pour le coup, du reste de la population ou du reste des populations en situation de handicap? Il est complètement différent, ouais. Il est complètement différent. C'est la raison pour laquelle j'aime bien poser cette question. Donc on doit s'attendre un peu à être surpris, si je comprends Ouais, bien. ouais, faut pas te dire, mais oui. Ah. Allez, on vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Si vous n'avez pas trouvé l'endroit, c'est en haut à droite, la petite tablette. C'est en violet avec du vert. Je pense que ça s'affiche pareil chez vous. Écoutez, je pense que Olivier, tu es d'accord pour qu'on passe à la publication des votes? Ouais, vas-y. Je te laisse les commenter si tu les vois, ou est-ce que tu veux que je le fasse? Eh ben, ils ne sont pas trompés. Plus de 30%, en effet. 56% des personnes ont répondu plus de 30%. Et ils ont juste, Et c'est effectivement. progressif, hein. Pour le coup, 11 à 20%, c'est 19 et 21 à Euh, 30, c'est 25. Exactement. Et donc, les stats, alors ça reste des estimations parce que les stats exactes, il n'y en a pas de récentes depuis le Covid sur les déficients visuels, j'entends. Mais les deux, 45%. Donc, j'ai fait des proportionnalités par rapport en actualisant mes stats. Et c'est assez bluffant. Donc, c'est le handicap qui est le plus à l'exclu du monde du travail. Quand on voit que le handicap auditif, on tourne autour de 28%. Voilà. Donc, le chantier est énorme. Il y a plein de raisons à cela. On va en parler. Euh, Parlons d'abord des statistiques. On parle souvent des non-voyants, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de malvoyants. Et ils sont beaucoup plus nombreux, hein, ils sont 5 fois plus nombreux. Alors, je considère que les déficiences visuelles, qui sont pas des déficiences visuelles légères, font partie des 1,8 million, en fait. Hein. C'est des troubles de la vision qui sont certes handicapantes, mais pas au point où effectivement c'est flou et a forcément besoin d'intervenir. Voilà. Si ce n'est pour des photophobies extrêmes, par exemple. Donc ça, c'est pour les statistiques. Donc justement, donc c'est intéressant d'en parler. Hein, quelles sont les difficultés que rencontrent ces personnes déficientes visuelles. Donc des fois, il y a des aspects visibles. Hein, on voit qu'ils ont des fois des gros caractères sur des claviers gros caractères. Ils agrandissent aussi les polices sous Windows. Des fois, ils ont des agrandisseurs, etc. Donc ça, c'est la partie visible de l'iceberg, hein, parce que en fait, dans la vraie vie, il y a aussi tout un pan de besoins qui ne sont pas couverts, et donc ils ont des difficultés à regarder le tableau, à donc suivre les formations et à suivre les réunions, à utiliser les objets communs, machine à café, photocopieuse, tout devient compliqué hein, du coup, y compris reconnaître les collègues dans le couloir hein, quand ils passent. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir une baisse du champ visuel. Ça veut dire que une certaine partie du champ visuel est défectueuse. Et souvent, enfin, les troubles oculaires sont irrémédiables. Et là, on a aussi, donc, on parle aussi des signalétiques. C'est aussi des sujets d'étude quand on fait des aménagements de poste. Et ça peut aller aussi jusqu'à l'étude du trajet domicile-travail, qui sont aussi des sujets. Donc là, ça c'était pour la perte d'autonomie. Ensuite, les conséquences, parce qu'on est sur le thème des impacts psychologiques, eh ben, ils sont là. C'est-à-dire on oublie des fois cette dépendance aux aides techniques. On a même des fois des gens qui s'accrochent à leurs anciens produits et ne veulent pas forcément en déroger, alors qu'il existe des nouveautés technologiques qui sont beaucoup plus efficaces. Il y a aussi des notions de stress, d'anxiété qui sont liées à des conflits, forcément, quand vous ne leur dites pas bonjour ou quand le travail est de moins bonne qualité du fait de son handicap visuel, eh ben, ça crée des tensions, autant avec les équipes qu'avec les ressources humaines. Et on va en parler après, mais ça peut être catastrophique. Les difficultés d'accès aux formations et aux évolutions de carrière, on en a parlé.
principalement du fait de l'inaccessibilité de l'informatique ou d'un tableau, etc. La perte d'emploi, clairement. Vous l'avez vu tout à l'heure avec le taux de chômage, on a effectivement beaucoup de personnes qui finissent en invalidité, aussi par méconnaissance des solutions techniques, de par le grand public, de par les déficients visuels eux-mêmes, et aussi tous les professionnels qui entourent finalement, alors pas tous, mais une bonne partie, une méconnaissance des aides techniques, et ça peut avoir pour conséquence du coup la perte de l'emploi. L'isolement social à titre personnel aussi, pas que au niveau professionnel, des discriminations et jusqu'à la dépression. Et donc il faut aussi, quand on fait ce genre d'aménagement de poste de travail ou d'études, hein, même en amont, il faut, et pour moi c'est une des choses les plus difficiles à identifier, c'est identifier les personnes en phase dépressive. Et donc, les autres observations que j'ai pu faire sur le terrain avec mes plus de 10 ans d'expérience, c'est que c'est mal compris. La déficience visuelle, il y a vraiment, c'est une nébuleuse pour beaucoup de personnes, surtout pour le grand public, hein, où les gens pensent que c'est blanc ou noir. Ils ont du mal. Hein. J'ai des fois des clients qui se font agresser dans le métro parce qu'ils regardent leur téléphone. Alors, ils ont l'œil collé comme ça dessus, mais ils regardent leur téléphone alors qu'ils ont une canne. Non, en fait, c'est possible, ils sont juste malvoyants profonds. Ensuite, les professionnels de santé, alors on fait beaucoup de salons aussi hein, pour sensibiliser, montrer que les solutions existent, etc. Mais il y a un travail, il y a encore beaucoup de travail pour faire connaître toutes ces solutions. Et voilà, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour contribuer à la cause. Et après, il y a des aides techniques qui sont forcément mal connus ou inconnus au bataillon, même par les déficients visuels eux-mêmes, je crois que je l'ai déjà dit. Et on a des fois des aménagements qui sont réalisés partiellement du fait de cette méconnaissance de toutes les solutions qui existent. Et l'exemple vraiment typique, c'est j'ai besoin d'un clavier gros caractère. Quand vous avez ça, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, c'est que derrière, il y a peut-être un aménagement beaucoup plus global à penser. Et voilà, on va voir les sujets tout à l'heure, mais il n'y a pas que l'informatique, il y a aussi l'éclairage, le papier, il y a plein de sujets. Voilà. Et donc, pour ces raisons-là, voilà, il est important pour moi aussi de parler de sensibilisation, surtout des équipes au sein d'une entité. Alors, on n'a pas vocation à faire toutes les sensibilisations, c'est pas l'objectif premier, hein, mais voilà, il nous arrive d'en faire, on nous demande d'en faire, donc et ça nous plaît bien parce que ça fait avancer le Chimweek. Donc c'est l'heure du sondage, Jean-Baptiste. Alors le sondage, je viens de l'ouvrir et c'est d'après vous quels sont les principaux freins à un aménagement post-réussi? Les préjugés du collaborateur, du collectif, les moyens financiers insuffisants, le manque de coordination, autres. On vous laisse ajouter dans le chat. Pour le coup, on lira les réponses. C'est vrai qu'Olivier, pour les avoir rencontrés la plupart du temps, ces freins sont quand même multiples. Hein, et ils sont bien présents. Oh oui, il y en a beaucoup. Et le autre, à mon avis, il est important aussi. Un des enjeux compliqués, c'est surtout de les détecter, en fait. Parce que des fois, ils sont clairs, mais la plupart du temps, ils ne le sont pas. Et surtout, ils ne sont pas exprimés par les déficients visuels eux-mêmes. Et il y a encore plus d'incompréhension de l'entourage, des managers, des collègues. Donc, ouais, évidemment, c'est pas chose simple. Alors, on vous laisse encore un tout petit peu de temps pour répondre. Alors, pour rappel, c'est en haut à droite, la petite tablette, sondage, et puis là, vous avez un menu dépliant qui s'ouvre et vous pouvez répondre. Allez, on passe aux réponses, je ferme le vote. Est-ce que, Olivier, tu veux le commenter, s'il te plaît? Eh bien, les préjugés des collaboratifs, 42%, les moyens financiers insuffisants, 17%, le manque de coordination, 39%, et autres, 3%. Est-ce que dans autres, vous avez exprimé le pourquoi dans le chat? Non, je ne vois pas. Alors, je te propose de passer à la suite, Olivier, pour nous en dire plus un petit peu sur qu'est-ce qui peut poser des difficultés. Eh bien, effectivement, les préjugés des collaborateurs sont importants. Et puis, il y a même des déficients visuels qui ne se signalent pas. Hein.
Donc, c'est intéressant, du coup, de faire des sensibilisations en amont. Et le constat que j'ai pu faire sur la sensibilisation, c'est que pendant toutes ces années, elles sont réalisées avec des masques, donc sur la cécité. Or, vous l'avez vu tout à l'heure au niveau des statistiques, on a plus de un déficient visuel. Alors, si j'inclus tous les déficients visuels, c'est plus d'1 sur 20. Il n'y a que 1 sur 20 qui est non-voyant. Et donc, ouais, c'est très faible au final. Et c'est vrai que dans la vraie vie, dans les aménagements de poste, nous, à peu près, c'est un poste sur 10 où on est dans le cas d'une cécité. Et donc, le but, c'est de sensibiliser pas que sur la cécité, mais aussi sur la malvoyance. Et c'est pour ça que j'ai créé finalement un simulateur de déficience visuelle. Et donc, ça permet de simuler la malvoyance sous 25 pathologies différentes. On peut même les cumuler. Et ce simulateur, il permet finalement de toucher tout le monde. Les managers, les RH, les médecins de travail, tout ça. Et c'est donc pour informer sur les causes, les conséquences. C'est pas un outil de diagnostic, hein, c'est vraiment pour tous ceux qui ne sont pas déficients visuels. Et maintenant, c'est vrai que ça permet aussi à certains déficients visuels en entreprise de se révéler, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une action qui est menée dans ce sens au sein de l'établissement. Et on a déjà vu, alors c'est assez intéressant, mais on a déjà vu du coup des démarches du coup de prise en charge dans le cadre de dossiers grâce à des sensibilisations. Ça permet de désamorcer des situations conflictuelles et d'améliorer forcément l'employabilité. Le simulateur est né sur un constat. J'ai fait il y a 4 ans maintenant, j'ai fait un aménagement de poste qui a coûté plus de 6 000 euros. Et la personne, au bout de 2 mois, s'est fait licencier. Et j'ai pas compris. Je l'ai appelé sur son 06 personnel et j'ai dit c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit Monsieur Delab, c'est pas votre faute. Tout ce que vous avez préconisé, c'était exactement ce qu'il fallait. Ils m'ont même pas laissé le temps de faire mes preuves. En fait, ils vous ont venez venir juste pour cocher une case. Mais j'étais déjà dans le collimateur et j'étais en conflit avec tout le monde, y compris les ressources humaines. Donc j'étais un problème à éliminer. Et c'est comme ça que j'ai dit mais c'est pas possible, on peut pas en rester là. Et donc, j'ai fabriqué ce simulateur qui a pour vocation d'être loué ou acheté par tous ceux qui font de la sensi en France. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. L'intérieur, on a quelques photos. Voilà, on en a 4 en tout. Donc là, par exemple, vous avez une DMLA avec ce scotome central à un stade très avancé. Alors, les DMLA, donc dégénérescence maculaire liée à l'âge. Alors, il faut savoir qu'il y a une prévalence de la déficience visuelle sur l'âge. C'est-à-dire qu'à partir de 55 ans, le risque de déficience visuelle augmente de façon exponentielle. Et donc, c'est vrai que c'est souvent proche de la retraite que voilà, on a des cas de déficience visuelle de type surtout des mélins. Et donc, on voit même une vision floue sur la partie périphérique. Et le scotome, en fait, il faut s'imaginer que quand vous bougez l'œil, le scotome va suivre avec, il reste au milieu. Donc, c'est extrêmement handicapant. Sur la droite, vous avez une hémianopsie. Donc, c'est en fait suite à un AVC, par exemple, on a carrément une partie du champ visuel totalement absente. Ça peut être des quadranopsies aussi, avec des quarts d'image, enfin, qui sont manquants. Sur la photo suivante, on voit effectivement la photophobie. Alors ça, c'est un sujet. La photophobie, on n'a pas besoin d'être malvoyant pour être photophobe, sensible à l'éblouissement, à la lumière. Par contre, quand on est malvoyant et qu'on a déjà finalement une fragilité de l'œil, il est très fort probable que derrière, il y ait une photophobie. C'est pour ça que dans un aménagement de poste, on parle souvent d'éclairage, de lumière naturelle et de lumière artificielle. C'est des sujets à évoquer, franchement, quasiment systématiquement. Du moins, il faut poser ces questions-là absolument. Et donc, notre simulateur permet de se mettre dans la peau et même de se mettre à la place à un bureau de quelqu'un pour voir quelles sont les éventuelles gênances suite à l'éclairage. Ensuite, la dernière, c'est le glaucome. Donc, c'est une vision tubulaire. Et donc, on est obligé de balayer en permanence pour pouvoir découvrir son environnement. Je vous laisse imaginer la difficulté que c'est pour se déplacer. C'est possible. Il y en a qui s'habituent. Il y a des mécanismes de compensation. Mais voilà, c'est pour vous montrer quelques exemples sur les plus de 25 pathologies cumulables qui existent. Alors, on en arrive à la question de la démarche d'ergonomie de compensation, parce que tout à l'heure, on a un petit peu parlé du handicap de manière générale. On va faire un petit focus
justement le handicap dans le monde professionnel. Il est régi par certaines règles. On parle des études individuelles de poste ou encore des études ergonomiques qui sont menées au bénéfice des employeurs du secteur privé, soit des travailleurs indépendants, des entreprises sous accord ou encore des employeurs publics. C'est-à-dire que c'est au bénéfice de l'employeur qui vient, lui, aménager, insérer dans l'emploi ou faire évoluer un de ses salariés qui va être le bénéficiaire de l'étude. Voilà, elles sont réalisées pour des personnes en risque d'inaptitude à leur poste ou présentant des restrictions d'aptitude importantes. Il s'agit la plupart du temps de situations complexes pour lesquelles il est nécessaire de définir les modalités de compensation du handicap pour une personne qui est bénéficiaire ou en voie de l'être. Alors, dans l'intervention que nous allons réaliser, nous allons surtout questionner différentes dimensions liées au handicap et à ses conséquences. Très rapidement, on sait que la question du handicap n'est pas celle de la maladie ou de la pathologie. Le handicap, lui, il résulte de l'interaction entre une personne présentant des limitations et dans son activité et des restrictions d'aptitude par rapport à son environnement. Donc c'est pour cette raison que nous parlons uniquement de situation de handicap. Au final, toute situation peut être reconnue comme un handicap. Cela va vraiment dépendre de la gravité de la déficience et de son impact au niveau du poste occupé. Voilà, comme il se comprend qu'en situation, une déficience légère peut entraîner de lourdes conséquences sur le plan professionnel et inversement. J'aime bien prendre cet exemple-là que j'avais rencontré, une personne qui avait la gale du boulanger, c'est-à-dire que dès qu'il était exposé à de la farine dans son environnement de travail, il commençait à avoir des plaques qui lui montaient tout le long du corps. Et c'était de plus en plus fort. Il n'y a pas pu avoir d'aménagement de poste parce que c'était pas, voilà, c'était pas réaliste en fait. Et de ce fait-là, il a évolué dans son poste de travail. Voilà. Donc, de ce fait-là, n'étant plus exposé à la farine, il ne s'est plus retrouvé en situation de handicap. Voilà. Donc, une déficience légère peut entraîner de lourdes conséquences sur le plan professionnel et inversement. La problématique de santé, maintenant, pour lui, elle a plus d'impact, elle ne génère plus forcément une situation de handicap. Chacun pourra ensuite faire face différemment à la situation qu'il va rencontrer. De ce fait, le handicap doit être analysé au travers des conséquences fonctionnelles en mettant en avant des situations handicapantes, ce que je ne peux pas faire, finalement, et on a bien vu avec l'exemple qu'a mis en avant Olivier, des situations très explicites dans le handicap visuel, de choses qu'on ne peut plus faire, finalement. Quand j'ai un glaucome, je ne peux plus me déplacer facilement, par exemple, ou je ne peux plus courir, par exemple. Et les situations invalidantes, celles qui font mal. De cette manière, le handicap est abordé de façon opérationnelle, voire le but d'une étude, c'est de mettre en avant les stratégies qui sont réalisées finalement par les personnes pour stratégie de compensation. Parce que si en plus on vient apporter des solutions techniques, mais qui ne prennent pas en considération de ce qu'a mis en place la personne pour réussir à s'en sortir, on peut aussi également la mettre en difficulté. Donc c'est important d'en tenir compte et de comprendre comment elle fait. Dans ce contexte-là, on met en place une étude de compensation du handicap, dite étude ergonomique. La plupart du temps, il faut se rappeler que c'est une démarche individuelle de transformation, une étude ergonomique de poste individuelle. Elle vient questionner les enjeux de santé et de performance des individus, mais aussi du collectif qui l'entoure. Ces situations, elles sont apportées par les acteurs de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu un cheminement qui a été fait pour en arriver jusqu'à l'étude ergonomique, qui souvent arrive tard. Et là, on se retrouve quand on reprend notre courbe de tout à l'heure, à un moment où des fois on est dans la question de la dépression ou dans l'inquiétude, plutôt que dans la question de la pente positive. Donc nous, pour commencer, on va réaliser des échanges individuels et pour comprendre un petit peu la situation du point de vue de chacun. Et puis ensuite, on va faire une réunion collective de présentation de la démarche pour que chacun ait les mêmes règles du jeu, que chacun comprenne comment ça va se passer et un peu mettre en avant les enjeux sous-jacents qui vont être ceux de la démarche pour chacun des acteurs. Ensuite, on va aller sur le terrain, on va recueillir les situations handicapantes invalidantes avec des observations, avec des entretiens individuels, des entretiens collectifs, à chaud ou à froid. C'est-à-dire revenir sur des vidéos, revenir sur des descriptions de ce qui se passe dans le travail pour comprendre vraiment un peu plus en détail, finalement, les difficultés qu'a la personne. Un rapport est rédigé et présenté au groupe qui vient finalement mettre en place la démarche, avec notamment la présentation des situations handicapantes, les conséquences des situations sur la dimension collective, sur les collègues notamment, sur un poste amont-aval, de la question de la préservation des capacités fonctionnelles restantes, et puis aussi des stratégies de compensation individuelles qui sont mises en place.
dans un objectif, évidemment, de proposer des pistes de solutions. Ces pistes de solutions, des fois, elles sont très larges. Il faudrait améliorer la question, je sais pas moi, éviter les éblouissements. Et après, une fois qu'on s'est mis d'accord là-dessus, on va chercher les pistes de solutions plus concrètes par rapport à ce qui est faisable de manière raisonnable. Une fois donc ce plan d'action va se constituer, des fois avec des pistes d'action très précises, il faut un téléagrandisseur. Et c'est là, à ce moment-là, nous, on va venir valider ces éléments avec le groupe de travail et puis accompagner finalement à la recherche du plan d'action. Puisqu'il n'y a pas seulement du matériel. Des fois, la stratégie de compensation, elle peut passer par de l'organisation du travail, elle peut passer aussi par de l'aide humaine, elle peut passer par un retravail sur l'espace de travail, très simplement. Et donc, c'est le cumul de ces différents éléments qu'on va essayer de constituer, d'organiser, pour essayer de voir ce qui peut fonctionner, ce qui ne peut pas fonctionner. Donc, on va rédiger des cahiers des charges techniques et fonctionnels, on va identifier des fournisseurs, éventuellement pour faire des devis, mais aussi très simplement pour mettre à l'essai certaines solutions, parce que des fois, et la plupart du temps dans le handicap visuel, rien ne vaut mieux que l'essai pour savoir si ça va convenir ou non. Le groupe de travail sur des questions d'organisation du travail, notamment, et aussi sur la validation des reconfigurations spatiales avec des plans 3D, avec notamment des captations des fois de données lumineuses sur les modifications qui pourraient être faites par rapport à la mise en place de telle ou telle solution. Et en dernier lieu, des retours sur expérience de ce qui aurait pu être testé. Une fois qu'on a pu faire la mise en place de ce plan d'action, on va essayer tout simplement de présenter les travaux à l'ensemble des membres du groupe, très simplement, en revenant sur les devis, en revenant sur ce qui marche, sur ce qui ne fonctionne pas, et puis en dernier lieu, en essayant de mettre en avant les différents niveaux de compensation, qu'est-ce qui appartient au handicap, finalement, de la personne, et qu'est-ce qui appartient à la prévention des risques professionnels. Un des enjeux très importants, finalement, dans un accompagnement réussi, c'est un accompagnement psychologique durant la démarche, qui va passer par une alliance entre les différents acteurs. Parce qu'il faut arriver à un but commun qui est celui, soit du maintien dans l'emploi, soit de l'insertion, soit de l'évolution professionnelle d'une personne par rapport aux enjeux de l'entreprise, qui est aussi la performance économique et organisationnelle. Donc de ce fait-là, l'ergonomie, elle est souvent vue comme une démarche de transformation positive. Mais en fait, c'est une démarche de transformation. Donc on reprend notre question de notre courbe qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc il y a tout un travail pour fédérer, créer une alliance de la part de l'accompagnant qui est très importante, et où là les enjeux psychologiques justement sont ceux de la bonne réussite de la démarche. Notamment, on va voir la définition en premier des enjeux de la démarche individuellement, rappeler les règles du jeu à chacun, et puis collectivement pour que il y a un accord sur le fait que la démarche elle sert bien à l'employeur et à la personne dans la recherche d'un aménagement optimal, la régulation de la santé, mais aussi la régulation des problématiques de production. On va voir l'identification des enjeux d'inquiétude et d'émotion de la personne accompagnée, voire de l'employeur, des fois c'est le cas, et aussi de la réalisation d'un travail autour, c'est-à-dire faire des retours sur ce qu'on a pu constater nous en tant qu'intervenants externes, réassurer la personne, expérimenter, permettre l'expérimentation, accompagner, faire de la psychoéducation sur l'inquiétude qui est légitime du fait des changements que la personne rencontre. Et c'est surtout d'expliciter et de mettre sur la table à un moment donné les enjeux sous-jacents. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais ces enjeux sous-jacents, des fois, on peut intervenir, et Olivier l'a dit tout à l'heure, finalement, c'était une étude qui avait pour objectif l'inaptitude potentielle de la personne. C'était peut-être masqué, mais ça devait être le cas. Et donc, de pouvoir comprendre ces éléments-là, c'est aussi se positionner en tant qu'acteur externe qui doit avoir des enjeux, des principes d'éthique et de déontologie pour accompagner chacun des membres et des acteurs. Pour moi, et ce qui est très important, c'est que l'accompagnement de la situation, elle a une visée à rendre autonomes les acteurs de la démarche, puisque nous, on ne peut pas leur tenir la main éternellement. Au moment où la démarche continue à vivre sans nous, donc il faut pouvoir mettre aussi et permettre cela, et respecter surtout le libre arbitre du bénéficiaire, de son employeur, après conseil éclairé. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui ne sont pas dites très clairement par les acteurs entre eux, et qui font que la démarche est des fois un peu bloquée. Et notre objectif aussi, c'est de leur permettre d'oser, des fois de passer le pas, sans que ce soit nous qui le disions, mais de leur permettre de passer le pas pour qu'ils posent des choses sur la table et qui permettent de remettre en place le dialogue, le discours, ou faciliter la compréhension. Puisqu'un des principes de l'ergonomie, c'est comprendre pour agir et transformer. Donc si on n'a pas compris, on ne peut pas agir et transformer, ou sinon on le fait mal. Voilà. Alors, au besoin, et si besoin, le relais vers des interlocuteurs pour aborder certains sujets,
le médecin du travail, l'infirmière de santé au travail, même des fois, le fournisseur peut être aussi un interlocuteur qui peut aborder les sujets différemment. Alors, justement, le rôle du consultant, le rôle de l'ergonome dans la mobilisation des solutions, il va être, au-delà du matériel, surtout dans des démarches complexes, ça va être d'accompagner des intervenants en dehors du comité de suivi. Alors, prie de m'excuser, c'est ma machine à café qui a décidé de faire la vidange à ce moment-là. Voilà, donc je vous disais que l'accompagnement des intervenants en dehors du comité de suivi est particulièrement important pour favoriser la réussite de la démarche, puisqu'il s'agit d'un temps de transition pour l'individu, pour le collectif et son employeur. La démarche en ergonomie, c'est de comprendre pour agir et transformer en tenant compte des spécificités de l'employeur, mais aussi du bénéficiaire. Et donc, il y a un vrai rôle pour nous de travailler sur les enjeux psychoéducatifs, sur les enjeux des solutions mobilisées. Parce que il y a des fois, il y a certains salariés qui vont vous dire moi je veux pas que mon employeur y paye, ou si je prends ça, tout le monde va voir que je suis en situation de handicap et donc je vais être jugé. Voilà. Donc il y a aussi un travail à faire sur ces aspects-là qui sont très importants pour permettre aussi finalement la transition, l'évolution. L'enjeu aussi de l'ergonome et de l'accompagnant projet, c'est d'avoir une vision globale du projet d'aménagement. C'est pas de se dire on va mettre un clavier parce que Olivier tout à l'heure nous a présenté son clavier à plusieurs reprises, comme quoi c'est toujours partiel les aménagements autour du clavier, ce qui est souvent le cas. C'est de dépasser aussi chaque élément individuel pour en faire quelque chose global, prenant en compte plusieurs dimensions. L'aspect technique, organisationnel, spatial, humain. Généralement, un aménagement de poste complet, ça prend en considération chacune de ces dimensions. Un des enjeux, c'est aussi d'aider à la définition du cahier des charges, des cahiers techniques adaptés aux besoins de compensation de la situation de handicap et aussi de la situation de l'environnement de l'employeur, avec notamment des listes de solutions qui sont validées par le comité de suivi et l'identification et la proposition de fournisseurs, soit qui sont spécialisés et qu'on connaît nous parce qu'ils sont référencés chez nous, soit ceux de l'entreprise, de l'employeur public, que l'on vient essayer de travailler pour qu'on puisse se diriger vers le cahier des charges techniques qu'on a fait. Tout à l'heure, Olivier le disait très justement, on connaît pas tout, on n'a pas toutes les bonnes réponses, on n'a pas toutes les solutions clés en main comme ça. Le but, c'est l'objectif de tester, c'est une recherche. Et donc, très rapidement, ce qui peut être mis en place, c'est un échange avec le fournisseur pour justement détailler les enjeux de la compensation de la situation de handicap de la personne, expliquer la problématique qu'on a pu identifier, sur le matériel mobilisé, les enjeux de la démarche, parce que des fois, il peut y avoir des tensions relationnelles, les conditions de mise en place du matériel qui favorisent la bonne réussite de laisser je viens un vendredi après-midi où je sais que la personne elle est fatiguée, je mets à l'essai le vendredi après-midi, mon essai n'est pas concluant. Et la personne peut dire le matériel ne me convient pas, par exemple. Les enjeux de l'essai de matériel, voire même jusqu'à aller à l'accompagnement sur site. Parce que moi, ça m'arrive des fois de le faire, pas systématiquement, mais dans certaines situations, d'aller voir, d'accompagner le fournisseur pour dire justement, et de voir les réactions aussi des personnes, essayer de réinciter, de rajouter, mais ça, on avait dit que c'était pour telle raison, ne le refusez pas, essayez. Voilà, il y a tout cet enjeu d'accompagnement. Alors, on a ensuite la relation d'un retour sur expérience avec les acteurs, et puis des régulations, des ajustements avec le fournisseur, qu'on fait régulièrement pour réaménager les devis, essayer de trouver la bonne solution, parce que des fois, elle n'existe pas clé en main, et donc on doit travailler autour. On vérifie les devis, et puis après, on peut questionner les apports des solutions testées par rapport au projet global d'adaptation, et puis rester à disposition. Olivier, je te laisse nous présenter maintenant toutes les personnes qui sont utilisables dans la question du handicap visuel. Oui, du fait de la méconnaissance du sujet, ça me paraît important de faire une petite passe sur tous les acteurs qui gravitent autour. On parle souvent des ophtalmologues, des orthoptistes. Il faut savoir qu'en France, la plupart des orthoptistes ne sont pas spécialisés sur la malvoyance, sur la déficience visuelle à proprement parler. Donc, c'est une spécificité qu'on retrouve dans les services d'accompagnement sociaux, principalement. Il y en a d'ailleurs dans toutes les régions de France. Et ils font aussi ce travail, finalement, d'études, d'accompagnement, etc. Donc, ils ont un rôle aussi très important, les services d'accompagnement sociaux, puisque ils sont complètement dans l'écosystème des déficients visuels. On a aussi les médecins de travail. Alors, les médecins de travail aussi, on va les voir dans les salons, on va leur expliquer. Alors, ils ont la connaissance théorique, c'est très intéressant. Et justement, avec le simulateur, on arrive à derrière montrer vraiment les conséquences derrière. Et en plus, c'est une invitation à découvrir les aides techniques, mais bien entendu,
aucun de ces professionnels de santé ne peut connaître finalement toutes les spécificités techniques de chaque solution. C'est un travail de veille technologique permanent. Les ressources humaines, bon, ça vous connaissez, hein, avec l'AGFIP, le Cap Emploi, je passe, hein, normalement tout le monde connaît ces acteurs-là. Les ergonomes, alors les ergonomes ont un rôle à jouer qui est très intéressant et qui est pluridisciplinaire. Vous avez pu le voir avec Jean-Baptiste. Voilà, nous aussi, on en a un d'ergonomes dans nos équipes. Et en fait, il faut juste savoir que les ergonomes, dans leur formation, dans leur cursus de formation, la déficience visuelle ne fait pas partie, malheureusement, de leur cursus de formation. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles il est très important d'inclure des experts comme nous le plus en amont possible sur les études de poste et les aménagements de poste de travail. Les opticiens, alors quelques mots. Nous, on intervient, CFLOO existe aussi parce que les opticiens, c'est pas leur spécialité, de manière générale, toujours. On a quelques experts opticiens, mais voilà, ça reste très rare en France parce que le marché est compliqué. Il faut quasiment être informaticien pour faire les formations, installer les logiciels d'agrandissement, etc. Donc, c'est pas leur tasse de thé. Et là encore, il faut avoir une vision globale de toutes les solutions qui existent au monde pour être dans l'état de l'art et pour proposer finalement les solutions les plus adaptées à chaque situation. Et il arrive des fois qu'une nouveauté technologique permet de maintenir une personne en emploi aujourd'hui, mais elle ne le pouvait pas il y a quelques mois. Donc c'est extrêmement important d'inclure un acteur qui soit vraiment au cœur du système et qui fasse cette veille technologique. Il y a des instructeurs en autonomie, anciennement appelés instructeurs en locomotion. Alors, c'est très intéressant, c'est un métier, il y en a à peu près entre 150 et 200 en France, et c'est des personnes qui vont, des fois, on fait appel à leur service, on leur dit d'intervenir sur des dossiers. Pourquoi? Parce que le déplacement peut être une complication. Ouais, on parlait tout à l'heure de la vision tubulaire. Typiquement, les instructeurs en autonomie vont les aider à avoir des repères, à même utiliser des cannes, alors qu'ils n'étaient pas prêts psychologiquement à le faire. Donc là, il y a tout un accompagnement, d'ailleurs eux aussi, hein, font cet accompagnement psychologique très important sur non, les cannes, je ne veux pas. Et au final, quand ils voient les bénéfices qu'une aide technique peut leur apporter, leur mentalité change. C'est vraiment assez bluffant. Et dans les acteurs, je rajouterai pour finir les directions de services informatiques qu'il faut absolument mettre dans la boucle si on parle de logiciels à installer sur un poste. On en parlera peut-être rapidement tout à l'heure. Peut-être Olivier, je vois que dans le chat, il y a des échanges sur la PAS, prestation d'appui spécifique, qui est financée par la GFIP et notamment qui sert à déterminer ou à préciser les capacités fonctionnelles restantes et à pouvoir identifier, au-delà de l'aménagement de poste sur le poste, des premières pistes de solutions. Voilà. Tout à fait, oui. C'est d'ailleurs là que les services d'accompagnement sociaux sont les plus actifs. C'est eux qui, en général, ont les marchés de ces PAS, tout à fait. Ils sont assez représentatifs au niveau national. Exactement. Après, voilà, il y a des avantages. Il y a aussi des problématiques que je vois sur le terrain. C'est que cette problématique de veille techno, des fois, dans certains centres, des fois des délais qui sont longs, malheureusement, parce qu'ils sont complètement sous l'eau. Et des fois, on est obligé d'intervenir quand il y a une situation d'urgence sur un aménagement de poste. Ça nous arrive de passer hors passe dans ces cas-là, s'il y a une situation d'urgence. Est-ce que tu peux préciser les spécificités de l'étude en cas de déficience visuelle? Eh bien, justement, les spécificités, alors, il faut comprendre que chaque pathologie va être différente, chaque personne va être différente, et chaque élément qui sont sur ce slide vont avoir des impacts sur le choix technologique. Je vais vous donner quelques exemples. Quelqu'un qui a une vision tubulaire, ça ne sert à rien de lui mettre un grand écran parce qu'il va devoir tout le temps bouger la tête, etc. Donc, c'est pas la taille de l'écran qui va être impactant. Quelqu'un qui a une fatigue oculaire importante, on va compenser par de la reconnaissance de caractère ou de la lecture vocale d'un écran. Il y a voilà, quelqu'un qui a des douleurs au niveau des lombaires, on ne va pas lui mettre une loupe ou une loupe électronique sur laquelle il est penché. Donc, c'est important de poser toutes ces questions-là. Et voilà, c'est le fruit effectivement de toute notre expérience. On peut voir sur la slide suivante. Après, ça, c'est la partie finalement pathologie.
la slide suivante, on va parler du besoin en lui-même. Donc là, le besoin, il est bien entendu informatique, hein, principalement maintenant. On voit d'ailleurs sur le terrain que le poste informatique est au final un des plus simples à aménager pour une personne malvoyante, par exemple. Mais dans l'informatique, il faut penser réglage Windows en priorité. Avant même de vouloir installer un logiciel systématiquement, on va étudier, nous, d'ailleurs on fait ces audits, hein, même gratuits, mais on va voir est-ce que les réglages d'accessibilité conviennent, quel logiciel, sinon quel logiciel il faut, est-ce que les logiciels sont compatibles, donc il faut faire un audit préalable pour vérifier si les logiciels métiers sont compatibles avec la solution envisagée d'agrandissement ou de lecture vocale d'écran. Après, il y a la fameuse lecture papier. Alors oui, on va vers le sans papier, mais si les papiers, les demandes de congés se font encore en papier, si les courriers des syndicats ou les événements du comité d'entreprise, ou même lire le menu, là, la cafette, n'est pas possible parce que ça reste du papier, vous la mettez en situation de difficulté. Et puis, indirectement, c'est aussi la stigmatiser. Donc il y a des petites solutions, hein, même une loupe électronique est une solution. Mais il faut poser plein de questions, les types de documents, la fréquence de lecture, voilà, est-ce que c'est pour voir de loin, de près? Il y a plein de questions techniques comme ça, et c'est là où effectivement des acteurs comme nous entrons en jeu. L'écriture est un sujet, l'éclairage, on a déjà commencé à en parler. Alors l'éclairage, il faut regarder naturel, artificiel, est-ce qu'il y a, même dans les situations de mobilité, dans les parties communes, comment on va régler ça? Parce qu'on ne peut pas modifier un éclairage partout, on va aménager son bureau. Hein, d'ailleurs, je constate aussi qu'il arrive souvent que des personnes déficientes visuelles se mettent dans l'obscurité et ne disent rien à personne. Hein. Personne ne sait que la personne est déficiente visuelle, mais elle se met dans l'obscurité parce qu'elle est éblouie. Et peut-être qu'elle n'est même pas déficiente visuelle, je l'ai déjà dit tout à l'heure, elle est peut-être juste photophobe. Et en quel cas, il faut penser à son aménagement de poste, il faut mettre un éclairage indirect. Voilà. Donc tout ça, c'est des sujets. Les déplacements, on en a déjà parlé. La téléphonie, il n'y a pas vraiment de solution de téléphonie IP. Par contre, il y a des logiciels aujourd'hui de télécommunication IP qui sont sur l'ordi. Donc, il suffit de rendre l'ordinateur accessible et ce logiciel pour qu'il puisse accéder à l'annuaire d'entreprise. Et donc, bien évidemment, comme dans toute étude, on va étudier l'historique et l'aspect stigmatisation. C'est important des solutions envisagées. Donc, on en parlera à la fin aussi de ce sujet-là. Olivier, j'ai une question pour toi sur le chat. C'est quel est le nom de l'outil de sensibilisation pour les déficiences visuelles? Alors, c'est le simulateur de basse vision et c'est le LVS, Low Vision Simulator. Vous le trouverez sur cflou.com et sinon, vous faites un mail à pro@cflou.com et on vous enverra les détails. Mais c'est un tout nouveau simulateur. Voilà. Il y a une deuxième question sur la question de la location en contrat court par rapport aux aides AGFIP, mais on y reviendra après. Oui, c'est un sujet qu'on va évoquer après. Donc justement, là, pour pas laisser les gens dans leur frustration, mais c'est important de parler quand même des solutions techniques. C'est l'occasion de refaire une passe dessus. Donc, on connaît les loupes optiques. Alors, Hartung, nous, on est en Alsace. Hartung avec les loupes optiques, c'est un grossissement qui est fixe. Alors certes, on la dégaine assez rapidement, c'est quelque chose qu'on a dans la poche facilement, mais malheureusement, la plupart des pathologies oculaires sont évolutives. Et donc, la loupe optique, dans 6 mois, elle ne conviendra plus. Et là, vous n'allez pas refaire un dossier d'aménagement de poste. Donc, il faut vraiment systématiquement orienter vers la loupe électronique dans le doute, parce que pour cette région évolutive, et en plus, ça rentre. On a aussi des loupes électroniques à main qui rentrent dans une poche. Hein, donc, là, elle met quelques secondes de plus à s'allumer, mais on a des systèmes de veille. Et là, maintenant, on a de la loupe électronique à main avec vision de loin qui existe et écran tactile. Donc, celle-ci est vraiment un best-seller dans les aménagements de poste, c'est la Clover 6. Les loupes électroniques aujourd'hui sont. Alors, c'est à cheval entre une loupe électronique et un téléagrandisseur. Donc, il y a plusieurs façons de l'appréhender. Ça peut s'appeler loupe électronique pliable ou portable, et ça peut s'appeler aussi téléagrandisseur portable. Mais on est à cheval entre les deux, et ça répond complètement aux besoins de télétravail. Pour ne pas avoir à cumuler les aides techniques, on a une aide pour les 2 cas de situation bureau et télétravail. Les téléagrandisseurs gardent leur place dans le milieu. Particulièrement pour les douleurs lombaires, parce qu'on garde forcément une meilleure posture et puis dans des situations aussi de confort d'utilisation, parce que le produit, c'est un écran à côté de l'ordinateur et puis on peut recopier ses notes, voilà, ou les formulaires qui ont été remplis à la main par certains.
Le vidéo-agrandisseur, c'est quelque chose, c'est un agrandisseur donc, qui permet, comme les autres, de voir de loin, d'agrandir un document papier de près, d'écrire, mais il y a aussi la reconnaissance de caractère. Et donc, ça permet finalement de transformer un document papier et de l'écouter vocalement, particulièrement important pour les personnes qui ont une grande fatigue oculaire. Et par contre, ça nécessite systématiquement un écran ou un ordinateur, les vidéo-agrandisseurs, donc c'est sans écran. Les machines à lire aujourd'hui rentrent dans une poche. Alors ça, c'est génial. Donc même sur des lunettes, hein, les Maillai pour ceux qui connaissent. Et voilà, des machines à lire. Donc ça, pour la signalétique dans les couloirs, pour ça, c'est génial. Pour des affiches ou à la SNCF, là, les affichages de la SNCF pour savoir les trains, les horaires, etc. C'est très pratique. Le fameux clavier gros caractères dont on parlait tout à l'heure, accompagné effectivement de ces logiciels. Alors, il y en a plusieurs, hein, agrandissement, lecture d'écran, etc., ou dictée vocale, il y en a plein. Ce qu'il faut accompagner absolument par une formation. Ça, on en parlera peut-être à la fin. Et les plages braille, qui restent des minorités, mais qui gardent leur place et qui ont un intérêt toujours, celui de la discrétion, même si le nombre de braillistes est vraiment très, très faible, même auprès de la communauté des non-voyants. Et donc, autour de ça, c'est important de rappeler aussi qu'on change quasiment systématiquement les écrans parce qu'ils sont âgés, parce qu'ils n'ont pas forcément la même taille ou pas la bonne taille. Donc, on a vraiment sélectionné des écrans anti-reflet, anti-éblouissement, anti-lumière bleue, voilà, plein de paramètres techniques. Voilà, le fait d'avoir 2 écrans va être très pratique parce que quand on fait un logiciel d'agrandissement, il va agrandir tout l'écran Windows et donc on peut avoir une deuxième partie sur le deuxième écran. Donc, c'est très, très intéressant dans certains cas. Le lampadaire, alors nous, on est les seuls en France à avoir un lampadaire avec réglage de température, de couleur et d'intensité. Et donc, c'est extrêmement intéressant pour les personnes sensibles à l'éblouissement. Donc là, on va être sur l'éclairage indirect, principalement du plafond. Et pour ce qui est de l'environnement bureau, on va mettre les lampes de bureau. Pensez aussi au film, pas simple à mettre en œuvre, mais très efficace. S'il y a des conflits avec les voisins sur je descends les stores, je descends pas les stores, les lunettes sur lunettes, tout ça, ça reste une solution dans certains cas. Dans les cas, par exemple, où on ne peut pas modifier l'éclairage du bureau ou dans les parties communes, etc. Le sous-main noir pour éviter le reflet du bureau. La téléphonie portable, ça existe pour malvoyants et non-voyants, totalement accessible et parlant. Et quelques aides. Alors là, par exemple, on a une canne électronique qui va juste avertir avant, en fait, que l'événement soit touché. Et donc, important de parler des bonnes pratiques que j'ai pu constater. Donc, c'est important de la découverte des solutions techniques. Il faut comprendre que c'est une alternative au mécanisme de compensation. Donc, ça prend du temps. Voilà. Les gens sont habitués, ils ont leurs habitudes. Et il faut leur faire découvrir ces aides techniques et leur faire comprendre que ces habitudes peuvent être changées. Donc, ça prend du temps. La vision d'utilisateur, elle peut être différente que celle de nous, experts techniques. Pourquoi? Parce que il connaît pas forcément tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, etc. Il a une vision où il connaît quelqu'un qui a ce produit, etc. Donc, faut surtout pas rentrer là-dedans. Il faut vraiment prendre le recul. Par contre, c'est extrêmement important de l'écouter pour l'aspect stigmatisation, tout l'aspect psychologique qu'on évoque dans cette visio. C'est extrêmement important. Le premier essai, il faut absolument que ce soit une réussite. L'objectif, c'est pas tout faire, mais c'est d'avoir un quick win. S'adapter à son contexte, forcément. Voilà, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. Vérifier par soi-même que l'aide technique convient. Ça, c'est très important parce qu'il va dire oui, c'est bon. Et en fait, quand vous lui demandez de vous l'exprimer, de vous lire, vous vous rendez compte que la vitesse de lecture est peut-être pas bonne, que là, ce menu dans le logiciel, il n'arrivait pas à le lire parce qu'il voulait pas le dire, il connaît juste les menus par cœur. Donc, ouais, c'est important. Faire en sorte que la personne soit autonome, les laisser du temps, ça on a dit. Attention aux solutions stigmatisantes. J'ai des personnes qui ont refusé des lampadaires parce que c'était trop voyant, parce que même des doubles écrans. Donc voilà, donc ça peut être un motif tout à fait qu'on accepte, qu'on entend. Hein, il faut écouter tout ça. Et bien sûr, la peur d'être un coût. Donc il faut surtout pas communiquer les coûts de toutes les solutions techniques. Et donc, c'est important aussi de parler des services qui gravitent autour pour qu'un aménagement soit réussi. Donc, la sensibilisation qui peut intervenir en amont, mais aussi pendant l'aménagement de poste ou après.
la fameuse étude de poste, la sélection des aides techniques avec, comme je l'ai déjà dit, un petit audit logiciel pour valider avant l'achat, c'est important. Il est gratuit chez nous d'ailleurs. Les essais de matériel sont fondamentaux. Alors tout n'a peut-être pas forcément besoin d'être essayé. Ça, j'en laisse juge voilà, autant les référents handicap ou c'est une discussion en commun sur tout ça, mais plus on peut essayer, mieux c'est. Et il arrive des fois qu'on laisse les aides techniques jusqu'à validation du dossier, hein, dans certains cas. Parce que quand on enlève un produit après essai, vous la remettez en perte d'autonomie, vous la remettez en difficulté. Donc, je ne vous raconte pas les impacts psychologiques derrière. Donc, faut y penser aussi à ça. Et seulement après, voilà. Donc, location, c'est important d'en parler rapidement puisque ça répond aux besoins de période d'essai, de personnes en situation précaire pour lesquelles on ne fait pas de dossier de financement. Il n'y aura pas de passe, il n'y aura pas de dossier AGFIP, etc. Et aussi les départs à la retraite pour lesquels on ne veut pas investir parce qu'on sait qu'il va partir à la retraite dans quelques mois ou dans moins de 2 ans. Donc, la location est une alternative qu'on propose aussi. Donc, intéressant de savoir ça. Dans la partie formation, oui. Sur la question de la location, on ne peut pas parler à la place de la GFIP, évidemment, mais de soumettre une proposition de location ponctuelle sur plusieurs mois, ça peut être quelque chose qui peut être à défendre auprès de la GFIP. C'est au cas par cas. C'est pas quelque chose de démocratisé, du moins dans mon domaine, mais oui, c'est à se défendre. Il faut défendre le beefsteak, ouais, tout à fait. J'ai déjà pu voir pour des sièges également, au-delà de la question de l'adaptation visuelle. Donc, c'est des choses qui peuvent se défendre. Après, c'est l'argumentaire qui sera mis autour, hein, qui se posera en question. Après, il y a la formation, l'installation, l'accompagnement. Ça, c'est important parce que des fois, on met en place un poste, on l'installe, on met les logiciels, mais après, il y a une mise à jour Windows qui se fait, il y a une mise à jour Word, Excel, etc. Et puis, le poste, il est plus accessible. Et là, dans le côté psychologique, l'aspect psychologique, c'est que les déficients visuels ne le disent pas. Ils restent dans l'incapacité de faire telle ou telle tâche, ils esquivent, etc. Ils veulent pas déranger, ils veulent pas être un coup. Et donc, c'est important d'anticiper ça dans le dossier, très en amont. Et d'accompagner finalement sur le long cours en anticipant les mises à jour ou même des petits rappels de formation de plus courte durée après. Alors, on a dépassé le temps. On vous laisse la place de poser quelques questions si vous en avez encore. Pour le coup, auquel on n'aurait pas répondu. Très simplement, je vous rappelle qu'en début de notre présentation, je vous ai dit qu'on avait d'autres webinaires qui étaient réalisés par le groupe Giello. En replay, les éléments de langage et QVCT qui étaient présentés par Valentin hier, donc il sera accessible en replay. Et il y a l'étude d'impact RPS d'un projet de transformation, engager les collaborateurs à répondre aux obligations légales, qui sera réalisé par Jean-Yves chez nous, donc jeudi 22 à 11h. Donc si vous avez des questions, je vous laisse les poser dans le chat. Pour le coup, on reste encore disponible quelques minutes si vous le souhaitez. Merci en tout cas Olivier pour ce webinaire qui était très agréable à préparer et à réaliser. Mais c'était un plaisir. Merci Jean-Baptiste aussi pour cette participation. Bon, on a pu découvrir qu'on était tous les deux pas très proches l'un de l'autre, donc. En plus, ouais. Eh ben, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ce que je vous propose, c'est de mettre fin à la session du webinaire. Il sera accessible en replay, pour le coup. Le lien sera disponible je crois, juste à la fin. Pour le coup, vous pourrez en bénéficier. Eh ben, je vous remercie pour ces échanges et cette présentation. On reste à votre disposition au besoin. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent et on reste disponible. On vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Au revoir à tous.